Mon mari m'a abandonnée dans un aéroport, pendant notre voyage d'anniversaire, pour être avec sa maîtresse. Puis, quand elle l'a quitté, il a commencé à me harceler et à menacer de faire quelque chose contre lui-même. Je m'appelle Olivia, j'ai 33 ans. Tout ce désastre a commencé il y a quelques mois, juste avant mon 33e anniversaire. Mon mari, Daniel, a 35 ans. Nous étions mariés depuis 7 ans et ensemble depuis 9 ans. Nous n'avons pas d'enfants, ce dont je suis très reconnaissante aujourd'hui. Nous avons toujours été seulement tous les deux. Il y a 2 ou 3 ans, Daniel a commencé à devenir plus distant. Il rentrait de plus en plus tard du travail. Au début, il parlait d'un gros projet, de nombreuses échéances. Je comprenais, car mon travail peut aussi être prenant. Mais cela devenait son excuse habituelle. À la maison, il n'était plus vraiment présent. Il passait beaucoup de temps sur son téléphone, à faire défiler ou taper des messages. Quand je lui demandais avec qui il parlait, il répondait simplement, des trucs de boulot, puis il s'agaçait. Nos conversations se sont raccourcies. Avant, nous parlions de notre journée, de petits riens. Cela s'est arrêté. J'avais l'impression de parler à un mur. J'ai essayé d'en discuter, en disant des choses comme « On ne se parle plus beaucoup en ce moment » ou « Tout va bien ? Tu as l'air stressé ». Il répondait toujours que son travail était difficile, ou qu'il était fatigué. Parfois, il me retournait la situation, il me disait que j'étais trop exigeante ou que j'imaginais des problèmes. Il a commencé à avoir des sautes d'humeur. Certains jours, il était très silencieux, presque boudeur, et ne disait presque rien. D'autres fois, il s'irritait facilement, vraiment très facilement. Si je lui demandais de l'aide pour une tâche domestique, il pouvait s'énerver en disant qu'il était trop occupé. Si le dîner n'était pas prêt exactement à l'heure qu'il voulait, il se montrait agacé. Il avait une manière de me faire sentir que j'étais le problème. Si je me plaignais de son ton, il me disait que j'étais trop sensible. Si je proposais une activité pour le week-end, il trouvait souvent une excuse pour refuser ou accepter à contre-cœur, sans montrer d'intérêt une fois sur place. Puis il y a eu Isabelle. C'était une consultante que son entreprise engageait parfois pour des projets importants. Il a commencé à mentionner son nom. Au début, c'était professionnel, Isabelle propose cette méthode où Isabelle connaît vraiment bien son sujet. Mais ensuite, il en parlait plus que de ses autres collègues. Il vantait son intelligence, son ambition, sa capacité à dire ce qu'elle pensait. Je l'ai rencontrée une fois, très brièvement, lors d'une fête de Noël de l'entreprise, il y a quelques années. Elle était très extravertie. Daniel a passé beaucoup de temps à discuter avec elle ce soir-là. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas passer pour une épouse jalouse. Il a commencé à annuler certains de nos plans. Un soir, alors que nous devions aller dîner chez mes parents, il m'a appelé 1 heure avant, disant qu'il devait retourner au bureau pour un problème majeur. Il semblait sincèrement stressé, alors j'ai inventé des excuses auprès de mes parents. Un autre jour, nous avions des billets pour un concert qu'il disait vouloir voir. Le jour même, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. J'y suis allée avec une amie. Plus tard, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux d'un collègue. C'était un dîner d'équipe, celui que Daniel m'avait décrit comme une réunion obligatoire ennuyeuse. Sur la photo, Isabelle se tenait très près de Daniel, tous les deux riaient. Quand je lui ai posé des questions, il s'est braqué, c'était un dîner de travail, Isabelle est juste une collègue. Tu es paranoïaque et tu essaies de me contrôler. Sa voix était froide et dure. Il m'a dit que je devais lui faire confiance et arrêter d'imaginer des histoires. Il a claqué la porte de son bureau et est resté enfermé des heures. Il est ressorti plus tard, comme si de rien n'était. Pas d'excuse pour sa colère, seulement pour le malentendu. À partir de là, ses critiques ont augmenté. Il critiquait ma cuisine, qu'il adorait pourtant avant, disait que la maison était en désordre, même quand je passais des heures à la nettoyer. Il faisait des remarques sur mes vêtements, me conseillait de faire plus d'efforts. Après une sortie entre amis, il me comparait parfois à une autre femme, elle est si drôle, si captivante, laissant entendre que je ne l'étais pas. Quand je lui disais que cela me blessait, il répondait qu'il voulait seulement être honnête ou m'aider. Sa colère s'est accentuée. Il ne m'a jamais frappé, mais il cassait des objets. Un soir, nous parlions des finances. Il avait fait de gros achats sans m'en parler. Quand je lui ai dit qu'on aurait dû en discuter, il m'a accusé de le harceler. Il s'est levé, a pris son assiette et l'a jetée dans l'évier avec une telle force qu'elle s'est brisée. Il est resté là, la regardant, puis il est sorti de la cuisine. Une autre fois,
une dispute sur le choix des vacances entre sa famille ou la mienne s'est terminée lorsqu'il a frappé le mur du garage, y laissant un trou. Il est revenu plus tard, penaud, s'excusant en disant qu'il était sous pression et qu'il réparait le mur. Ce qu'il a fait, mais la mémoire de sa colère est restée. Malgré tout, à l'approche de notre 7e anniversaire, Daniel est devenu soudainement plus joyeux. Un mois avant, il m'a annoncé une grande surprise, un voyage à Bali. Il m'a montré une brochure luxueuse. Je sais que ces derniers temps ont été durs, que j'ai été stressé et distant, mais je veux me rattraper, raviver notre flamme. Les semaines suivantes, il était l'homme d'avant, attentionné, aidant à la maison, engageant les conversations. Il m'a offert une valise neuve et de nouveaux vêtements pour le voyage. J'ai voulu y croire. Nous avons pris l'avion pour Bali. Le début du voyage était parfait. Une villa magnifique avec piscine privée, entourée de fleurs tropicales. Daniel était charmant, il me tenait la main, me complimentait, organisait des dîners romantiques sur la plage. Il prenait beaucoup de photos de nous, les publiait avec des légendes, 7 ans est toujours ma magnifique épouse ou créer des souvenirs au paradis avec mon unique amour. J'ai ressenti un grand soulagement, peut-être voulait-il vraiment réparer les choses. Le plan était de passer 3 jours dans cette première station, puis de prendre un vol pour une île plus reculée. Le matin du 4e jour, nous avons fait nos valises, pris le petit déjeuner au bord de la piscine. Daniel était plus silencieux. J'ai pensé qu'il était fatigué. Le taxi est arrivé pour nous emmener à l'aéroport de Denpasar. Pendant le trajet, Daniel est resté sur son téléphone à taper frénétiquement. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il a hoché la tête sans lever les yeux. J'ai cru qu'il s'agissait d'une urgence professionnelle. Arrivé à l'aéroport, très fréquenté, nous avons sorti nos valises du taxi. En marchant vers l'enregistrement, il m'a dit « Je dois aller aux toilettes, je te retrouve au comptoir d'enregistrement, d'accord ?» Il avait son sac à dos avec lui. J'ai dit « D'accord ». J'ai trouvé la bonne file d'enregistrement pour notre petit vol intérieur vers une île et j'ai attendu. La file avançait rapidement. Je me rapprochais du comptoir en cherchant Daniel du regard. Il n'était pas là. J'ai atteint le guichet. L'agent m'a demandé nos passeports et billets. J'ai répondu que mon mari allait arriver, qu'il était juste allé aux toilettes. Je me suis écartée pour laisser passer les autres, tout en essayant d'appeler Daniel. Messagerie directe. Je lui ai envoyé un message, « Où es-tu ? Je suis au comptoir. » Pas de réponse. J'ai attendu encore 5 minutes, puis 10. L'angoisse montait. Nouvel appel, messagerie. Nouveau message, Daniel, l'embarquement va commencer. Que se passe-t-il ? Toujours rien. Je me tenais là avec nos 2 grosses valises et mon bagage à main, consciente des regards des autres passagers. Je me sentais idiote. J'ai marché dans la zone, scrutant la foule, pensant qu'il s'était peut-être perdu ou cherché au mauvais endroit. Aucune trace de lui. Mon téléphone a vibré. J'ai regardé, pensant que c'était lui. C'était bien un message de Daniel. Mon cœur s'est serré avant même que je le lise. Le message était long, alors je vais vous le retranscrire. Olivia, je ne peux plus continuer ainsi. Je ne suis plus amoureux de toi. Ça fait des années. J'ai essayé de faire semblant, de vouloir ça, mais je suis épuisée de faire semblant. Isabelle est ici, à Bali. C'est avec elle que j'ai toujours voulu être. Elle veut qu'on ait une vraie chance ensemble, une véritable relation. Elle est arrivée ce matin. Je suis avec elle maintenant. Je sais que c'est horrible de te le dire ainsi, ici, mais je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. Tu as toujours été mon second choix, Olivia. Je suis enfin honnête avec moi-même, et maintenant avec toi. Mon avocat va te contacter pour le divorce. Tes billets d'avion ne sont pas remboursables, j'ai vérifié. J'ai laissé un peu d'argent dans le tiroir de ta commode à la maison. Ne me contacte pas. Daniel. J'ai relu ce message une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Chaque mot était un coup de poing. Il avait tout planifié. Ce voyage d'anniversaire, les gestes romantiques, tout cela n'était qu'une mascarade pour ce moment. Il m'avait emmené à l'étranger sous prétexte de nous reconnecter, pour finalement m'abandonner pour une autre femme avec qui il avait prévu de se retrouver. La cruauté était sidérante. Je suis restée assise sur un banc de l'aéroport pendant 1 heure. Je n'ai pas pleuré. J'étais vidée, engourdie. J'étais piégée. Même son allusion à l'argent dans le tiroir sonnait comme une indemnité pour le dérangement. Ma première pensée claire a été de quitter Bali immédiatement.
Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il soit quelque part sur l'île, commençant une nouvelle vie avec elle. J'ai trouvé le comptoir de la compagnie internationale avec laquelle nous étions venus. J'ai expliqué que mon compagnon de voyage avait eu une urgence familiale et que je devais rentrer chez moi au plus vite. L'agent de la compagnie a été d'une gentillesse surprenante. Elle m'a trouvé un vol le soir même, avec une escale à Singapour. Cela me permettait de rentrer chez moi le lendemain après-midi. Le changement de billet coûtait cher. J'ai utilisé ma carte de crédit d'urgence, celle que je garde toujours pour les voyages. Elle a presque épuisé mon plafond disponible. J'avais 6 heures à attendre avant le vol. Je ne pouvais pas rester dans le terminal. J'ai pris une petite chambre de jour dans un hôtel de l'aéroport. Assise sur le lit, j'ai appelé ma sœur cadette, Megan. Il était en pleine nuit chez elle. Elle a décroché au 3e appel, inquiète et à moitié endormie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Simplement les faits, Daniel est parti. Il est avec Isabelle. Je suis à l'aéroport, je rentre. Je n'avais pas l'énergie d'en faire un drame. Megan, en revanche, a immédiatement explosé de colère contre Daniel, disant qu'elle n'avait jamais eu confiance en lui. Elle a proposé de prendre le premier vol pour Bali. J'ai refusé. Cela n'aurait servi à rien. J'avais seulement besoin qu'elle soit là à mon arrivée. Je ne suis pas restée longtemps au téléphone. J'avais l'impression d'être au bord de l'effondrement. Le vol du retour a été terrible. Des heures et des heures assises, à repasser en boucle le message dans ma tête. Je n'ai pas dormi, je n'ai rien mangé. L'odeur des repas d'avion me donnait la nausée. Quand l'avion a enfin atterri dans notre ville, j'étais épuisée jusqu'au fond des os. Megan m'attendait après la douane. Elle m'a simplement prise dans ses bras. C'est là que j'ai pleuré, un peu, quelques sanglots violents mais bref. Elle m'a ramenée chez elle. Je ne pouvais même pas envisager de retourner dans la maison que Daniel et moi partagions, où il s'attendait peut-être à me voir revenir, vaincu, récupérer son enveloppe d'argent. L'idée me rendait malade. Je suis restée chez Megan 3 jours. Elle a été formidable, elle m'a écoutée quand je voulais parler, m'a laissé du silence quand j'en avais besoin. Elle m'a fait manger, a filtré mes appels car la famille de Daniel appelait déjà, probablement parce qu'il ne leur avait pas dit toute la vérité. Le 2e jour, j'ai contacté un avocat. Megan connaissait une avocate spécialisée en divorce compliqué. J'ai pris rendez-vous le lendemain. L'avocate a écouté toute mon histoire. Je lui ai montré le message de Daniel. Elle l'a lu attentivement, puis m'a expliqué clairement mes droits et la procédure. Elle m'a dit que le message constituait une preuve claire d'abandon et d'adultère. Le fait que Daniel mentionne son propre avocat montrait qu'il préparait déjà le divorce. Elle m'a conseillé de ne pas attendre qu'il fasse le premier pas. Le lendemain matin, Megan m'a accompagnée à la maison. Nous avons choisi un moment où Daniel était censé être au travail, en supposant qu'il soit même rentré de Bali. Nous avons appris plus tard qu'il avait prolongé ses vacances avec Isabelle. Sa voiture n'était pas là. La maison me semblait étrangère, froide, silencieuse. Je suis allée directement à la chambre, à ma commode. L'enveloppe d'argent était bien là, comme il l'avait dit. Un affront. Je l'ai prise. L'avocate m'avait demandé de réunir toutes les informations financières. J'ai ensuite remis l'argent pour qu'il soit intégré aux biens matrimoniaux. J'ai tout rassemblé, mes affaires personnelles, les cadeaux reçus avant le mariage. Megan m'a aidé à charger les cartons et valises dans sa voiture. J'ai pris des photos de chaque pièce, des meubles, de l'état général, comme recommandé par mon avocate. Je suis allée à la banque et j'ai ouvert un compte à mon nom seul. J'ai retiré exactement la moitié de nos économies et comptes courants conjoints et je l'ai déposé sur mon nouveau compte. Mon avocate m'avait confirmé que cela était permis et conseillé. J'ai laissé un relevé bancaire prouvant le retrait sur le comptoir de la cuisine, pour qu'il le voie s'il revenait. Cela fait maintenant 3 mois depuis ce jour à l'aéroport de Denpasar. Je ne suis jamais retournée vivre dans cette maison. Avec l'aide de Megan et un coup de pouce financier de mes parents pour la caution et le premier mois de loyer, j'ai trouvé un petit appartement de 2 pièces dans un autre quartier. Le lendemain de mon déménagement, mon avocate a officiellement fait signifier les papiers du divorce à Daniel. Nous avons déposé une demande pour adultère et abandon. Le message texte de Daniel a été présenté comme pièce A. Daniel ne m'a pas contacté directement après avoir reçu les papiers du divorce. Pas au début. J'ai regardé ses réseaux sociaux 1 ou 2 fois, poussé par un besoin morbide de savoir. Il semblait très heureux avec Isabelle, beaucoup de photos d'eux à Bali,
puis de retour dans notre ville, dans de bons restaurants, en escapade de week-end. Ces légendes disaient « J'ai enfin trouvé mon vrai bonheur » ou « Je vis ma meilleure vie avec ma femme incroyable ». Il avait été officiellement notifié au bureau. Son avocat a ensuite contacté le mien. Au départ, leur ton était agressif. L'avocat de Daniel a essayé de faire croire que j'avais déserté le domicile conjugal en déménageant et en retirant la moitié des fonds du compte commun. Mon avocate a rapidement balayé cet argument en rappelant la date du message de Daniel, son aveu d'être avec une autre femme, et son instruction explicite me demandant de partir. L'accusation d'abandon était ridicule. Ce message renforçait grandement mon dossier. Tout a changé il y a environ 2 semaines. Le ton de l'avocat de Daniel s'est soudainement adouci. Il a demandé s'il y avait une possibilité de médiation ou si je serais disposée à envisager une réconciliation. Il affirmait que Daniel regrettait profondément ses actes et était anéanti. C'était un revirement complet, incompréhensible vu son comportement précédent et ses démonstrations publiques avec Isabelle. La semaine dernière, Daniel a commencé à tenter de me contacter directement. D'abord par appel téléphonique, depuis son numéro habituel, puis depuis des numéros masqués. J'ignorais les appels. Il a laissé de longs messages vocaux, parfois plusieurs d'affilée, où il semblait paniqué. Puis sont arrivés les emails, également longs et confus. Un soir, il est même venu sonner à l'interphone de l'immeuble de Megan en me demandant. Megan lui a dit que je n'étais pas là et qu'il devait partir, sinon elle appellerait la sécurité de l'immeuble. Il a insisté quelques instants puis est parti. Megan, secouée mais furieuse, a appelé la police. Les agents sont allés le voir à sa nouvelle location. Il avait quitté la maison conjugale après la signification du divorce, bien qu'il ait initialement voulu y rester. La police lui a adressé un avertissement officiel pour harcèlement. Les messages de Daniel tournaient tous autour du même sujet, Isabelle l'avait quitté. Leur prétendue vie de rêve n'avait pas duré. Selon ses messages vocaux en larmes et ses emails, Isabelle lui avait avoué qu'elle n'avait jamais voulu de relation sérieuse avec lui. Elle avait profité du voyage à Bali et des cadeaux coûteux qu'il lui avait offerts, puis, après 2 mois, était retournée avec un ancien petit ami. Daniel racontait qu'Isabelle lui reprochait d'être trop intense, trop dépendant, étouffant. Il disait qu'elle l'avait même traité de pathétique avant de partir. Maintenant, Daniel affirme que c'est la pire erreur de toute sa vie. Il dit qu'il m'aime, moi et seulement moi, qu'il m'a toujours aimé. Il prétend qu'il était perdu, vulnérable, qu'Isabelle l'a manipulé et a profité de sa crise de la quarantaine, ses propres mots. Il me supplie de stopper le divorce. Il promet de faire tout ce que je demanderai, suivre une thérapie, consulter un conseiller conjugal, quitter son emploi si je le souhaite, vendre ses clubs de golf, n'importe quoi pour me récupérer. Il est complètement désespéré. Ses messages oscillent entre des supplications pathétiques et des éclats de colère quand je ne réponds pas. Il m'a accusé d'être froide et sans cœur. Dans un message vocal particulièrement inquiétant, il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, que si je refusais de lui parler, il ne savait pas ce qu'il ferait de lui-même, que sa vie n'avait plus de sens. C'était nouveau. Il avait déjà eu des colères, cassé des objets, mais jamais tenu ce genre de propos sur une éventuelle automutilation. Mon avocate est très claire, continuer le divorce, ne pas entrer en contact avec lui. Si le harcèlement persiste, nous demanderons une ordonnance d'éloignement. Megan pense que c'est un minable, largué, qui veut juste récupérer son confort et sa sécurité. Elle dit qu'il ne m'aime pas, qu'il déteste simplement être seul et devoir affronter le chaos qu'il a créé. Je n'ai absolument aucune intention de me réconcilier avec lui. Le divorce suit son cours. Ce n'est pas la raison pour laquelle je partage cela. Je ne demande pas si je dois envisager de lui pardonner. Cette porte est fermée, verrouillée, barricadée. Ma question concerne son comportement actuel. Il est clairement instable. Il s'est mis à venir sur le parking de mon bureau. Il reste dans sa voiture, sans tenter de m'approcher, mais je le vois lorsque je quitte le travail. Cela me met très mal à l'aise. Mon avocate dit que légalement, une ordonnance d'éloignement serait la meilleure solution. Mais il semble sombrer. Je ne veux pas qu'il se fasse réellement du mal, aussi abominable qu'il ait été. Je ne veux pas non plus que ces actes créent plus de problèmes pour moi ou prolongent davantage cette situation. Quelle est la meilleure façon de le faire cesser sans lui parler directement, sans lui donner la moindre fausse idée que je pourrais changer d'avis, et sans le rendre encore plus instable? Mise à jour 1. Je veux d'abord remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de lire mon histoire et de me donner des conseils dans les commentaires.
J'ai tout lu et cela m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas seule à penser que son comportement était totalement inacceptable. Beaucoup d'entre vous ont partagé des expériences similaires. C'était triste à lire, mais cela m'a aussi permis de me sentir moins isolée. Vos conseils directs ont été très précieux. Je veux clarifier quelques points qui ont été évoqués. 1. L'ordonnance d'éloignement. Beaucoup ont dit que je devais en obtenir une immédiatement. Mon avocate et moi en parlions déjà avant mon premier poste. Le fait de le voir sur le parking de mon travail a été la goutte d'eau. Nous avons déposé la demande juste après mon poste initial, et le juge l'a accepté la semaine dernière. Donc oui, c'est fait. Il doit légalement rester à distance de moi, de mon appartement et de mon lieu de travail. Il n'a pas le droit de me contacter, même pas par l'intermédiaire d'autres personnes, à l'exception de son avocat via le mien. 2. Ses anciens comportements. Certains ont demandé s'il avait déjà eu un comportement aussi instable. Comme je l'ai expliqué, il avait toujours eu un tempérament difficile, il devenait très irritable s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il pouvait faire des colères, comme casser une assiette ou donner un coup de poing dans le mur du garage. Il savait aussi manipuler les émotions pour me culpabiliser si je n'étais pas d'accord avec lui. Mais le fait de m'abandonner à Bali a été un tout autre niveau de cruauté. Les menaces voilées d'automutilation sont apparues seulement après qu'Isabelle l'ait quitté. Il n'avait jamais eu ce type de comportement quand il contrôlait la situation ou lorsqu'il mettait fin à quelque chose avec moi. C'est sa réaction face à la perte totale de contrôle et aux conséquences de ses actes. 3. Isabelle. Je ne sais pas grand-chose de plus à son sujet et je n'ai aucune envie d'en savoir plus. Daniel a dit qu'elle s'était servie de lui et était retournée avec son ex. C'est sa version. Vrai ou pas, cela ne change rien pour moi. D'une certaine manière, elle m'a rendu service, elle a révélé le vrai visage de Daniel très clairement. 4. L'argent dans la commode. Comme je l'ai mentionné, j'ai remis cet argent à mon avocate pour qu'il soit consigné dans le cadre du partage des biens du divorce. Je ne voulais pas y toucher. Après vos commentaires et une nouvelle discussion avec mon avocate et ma sœur Megan, il a été évident que répondre à Daniel serait une très mauvaise idée. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que toute attention, même négative, lui donnerait l'espoir qu'il y ait encore une chance ou lui offrirait un prétexte pour continuer à me contacter. Son comportement actuel tourne uniquement autour de lui et de ses problèmes. Il n'est pas sincèrement désolé de ce qu'il m'a fait. Il est désolé que son plan avec Isabelle ait échoué et qu'il se retrouve seul. Ces menaces d'automutilation semblent être une manière de me forcer à réagir, de me faire sentir responsable de ses émotions. Je ne tomberai pas dans ce piège. Le fait que ce comportement désespéré n'ait commencé qu'après le départ d'Isabelle montre bien que cela n'a jamais été une histoire entre lui et moi. J'ai donc suivi le plan initial, silence complet et tout faire passer par les avocats. 1. Pas de contact. Je n'ai pas répondu à ses appels, textos ou mails. J'ai bloqué tous les nouveaux numéros et adresses mail. C'est un peu comme un jeu sans fin, mais je commence à bien gérer. Cela, avant même l'ordonnance d'éloignement. 2. Ordonnance d'éloignement délivrée. L'ordonnance a été approuvée. Un huissier a remis les papiers légaux à Daniel dans son appartement. Il sait officiellement qu'il doit me laisser tranquille et cesser tout contact. 3. Archivage des preuves. Avant l'ordonnance, j'ai soigneusement enregistré chaque tentative de contact, j'ai sauvegardé tous les messages vocaux, aussi difficiles soient-ils à écouter, pris des captures d'écran de ses appels et textos. J'ai aussi pris des photos depuis la fenêtre de mon bureau lorsqu'il était garé sur le parking, en notant les dates et heures. Mon avocate a tout endossé. C'est grâce à ces preuves que l'ordonnance a été obtenue si rapidement. La réaction de Daniel. Daniel n'a pas bien réagi à la remise de l'ordonnance. Il ne pouvait plus me contacter directement car cela serait illégal, mais il a essayé. Le soir où il a reçu les papiers, il a tenté de m'appeler plus de 20 fois. Mon application de blocage a enregistré toutes les tentatives. Puis, il a envoyé un mail extrêmement insultant à mon avocate, ce qui viole aussi l'interdiction de contact indirect. Il m'y a traité de cruelle, sans cœur, vindicative. Il m'a accusé de ruiner sa vie, disant qu'il s'effondrait complètement et que l'ordonnance était le coup de grâce. Il s'est même plaint que j'avais utilisé son moment de faiblesse et de désespoir, ces mots, pour obtenir l'ordonnance contre lui. Crise chez son avocat. Le lendemain, il n'était pas sur le parking de mon bureau, ce qui m'a soulagé. Mais l'avocat de Daniel a appelé le mien plus tard, visiblement excédé. Il a expliqué que Daniel avait eu une véritable crise dans son bureau en réalisant la gravité de la situation. Il a commencé à crier que sa vie était finie, a fait des menaces vagues de mettre fin à ses jours,
puis a claqué la porte et est partie. Quelques heures après, la sœur de Daniel a contacté affolé l'avocat, puis le mien. Daniel lui avait téléphoné en disant qu'il avait avalé une bouteille entière de comprimés et qu'il n'en pouvait plus, puis il avait raccroché. Cela a déclenché une énorme panique. Sa sœur a appelé les secours. Les pompiers et la police se sont rendus chez lui. Il s'est avéré que c'était encore une mise en scène, il n'avait rien avalé. Les pompiers ont trouvé une bouteille vide d'aspirine renversée sur la table basse. Selon leur rapport officiel, que son avocat a ensuite transmis au mien, sans doute pour tenter de montrer Daniel comme instable mais digne de compassion, il était fortement alcoolisé et très émotionnel, mais médicalement stable et sans danger immédiat. Il a été conduit à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique de routine, gardé une nuit puis relâché le lendemain. Mon avocate m'a expliqué tout cela de manière posée et factuelle. Elle m'a rappelé que Daniel est seul responsable de ses actes. Elle pense que ce drame est peut-être une autre tentative pour me manipuler, me faire culpabiliser ou ralentir la procédure de divorce. Elle utilise maintenant cet incident et le rapport officiel pour renforcer notre dossier, prouvant qu'il est instable et que l'ordonnance d'éloignement est indispensable. Voilà où j'en suis. Depuis qu'il a reçu l'ordonnance et qu'il a fait cette fausse alerte aux pilules, il n'a plus essayé de me contacter. Le divorce avance toujours. Son comportement a ajouté beaucoup de stress à une situation déjà atroce, mais cela n'a rien changé à ma décision. J'ai définitivement tourné la page. Mise à jour 2. Cela fait maintenant environ 9 mois que Daniel m'a abandonné à Bali, et 6 mois depuis ma dernière mise à jour ici. Le divorce a été officiellement finalisé il y a 3 mois. C'est officiel, je ne suis plus mariée à Daniel. L'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur, et dans l'ensemble, Daniel la respecte. Il n'a pas tenté de me contacter directement ni de s'approcher de moi. Le contact indirect, comme les emails adressés à mon avocate, a cessé rapidement après que mon avocate ait envoyé une lettre très ferme à la sienne, le prévenant des conséquences légales s'il violait de nouveau l'ordonnance. Finaliser le divorce n'a pourtant pas été simple. Daniel, par l'intermédiaire de son avocat, a contesté chaque détail. Il a essayé de réclamer plus de la moitié du produit de la vente de notre maison, prétendant qu'il était le principal soutien financier durant les premières années du mariage, ce qui était faux. Nos revenus ont toujours été similaires, et j'ai même gagné davantage que lui au cours des 2 dernières années. Il a même tenté de demander une pension alimentaire. Son avocat a déposé une requête affirmant que Daniel souffrait d'une détresse émotionnelle sévère, qu'il n'arrivait plus à se concentrer au travail à cause du divorce et du rejet d'Isabelle, et que je devais donc le dédommager. Le juge a rejeté cette demande presque immédiatement, surtout après que mon avocate ait présenté toutes les preuves de son abandon à Bali, le fameux message où il me qualifiait de second choix, ainsi que tous les éléments prouvant le harcèlement qui ont conduit à l'ordonnance d'éloignement. Au final, tous les biens et actifs matrimoniaux ont été partagés conformément aux lois de notre État, soit une répartition relativement équitable. La maison a été vendue, ce qui m'a soulagée. Je ne voulais plus avoir le moindre lien avec cet endroit ou avec les souvenirs qu'il contenait. J'ai reçu ma part du produit de la vente, ce qui m'a permis de me sentir un peu plus en sécurité financièrement. D'après ce que j'entends, parfois par des connaissances communes, certaines oublient sans doute que je ne veux pas de nouvelles, ou pensent que je souhaite secrètement en avoir. La vie de Daniel ne s'est pas améliorée après le départ d'Isabelle. Il aurait tenté de fréquenter d'autres femmes, mais aucune relation n'a duré plus de quelques rendez-vous. Il se plaint apparemment sans cesse à quiconque veut bien l'écouter. Il raconte que j'ai été injuste lors du divorce, qu'Isabelle l'a utilisé puis lui a brisé le cœur, et qu'il est juste une victime de la malchance et des mauvaises femmes. Il y aurait aussi des rumeurs disant qu'il boit beaucoup depuis son incident avec l'aspirine et son évaluation psychiatrique forcée. Je n'en ai aucune preuve directe et je n'en cherche pas. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes de ce subreddit. Avoir pu écrire mon histoire et la partager, recevoir des retours, m'a vraiment aidé à organiser mes pensées et mes émotions pendant une période très chaotique et douloureuse. Cela m'a évité d'avoir l'impression de crier dans le vide. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres mises à jour concernant cette histoire. Les liens légaux sont définitivement rompus, l'ordonnance d'éloignement est en place, et je n'ai aucune intention de revoir ou de parler volontairement à Daniel, jamais.